On entend de plus en plus parler de yoga durable et je trouve que c'est vraiment super, mais le yoga durable en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache derrière? Dans cette vidéo, on va donc essayer de décortiquer ce qu'est le yoga durable, d'essayer de voir comment rendre notre pratique du yoga postural plus durable, mais pas que postural, et aussi je vous partagerai mes ressources, donc les livres qui peuvent aider sur le chemin du yoga durable, un yoga plus accessible et plus inclusif. Si tu ne me connais pas, enchantée et bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie, je suis créatrice de cette chaîne YouTube et du podcast Yoga is a Life podcast. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo si elle t'a plu, c'est super important, on s'en rend pas compte, mais en fait ces vidéos n'existent que grâce à vous, en fait elles n'existent que grâce à ces petites actions qui pour nous, créateurs de contenu, font une grande différence. D'avance, un grand merci. Le yoga durable, c'est un petit peu mon dada. Je pense que le fait que je fasse des études d'ergothérapie me touche peut-être un peu plus sur ce domaine du yoga un peu plus durable, mais c'était aussi une réflexion que j'avais avant de reprendre mes études. En fait, c'est une réflexion qui m'a permis de reprendre mes études et en ergothérapie justement. Alors, si on revient au sujet du yoga durable, donc il y a vraiment depuis quelques temps un changement de paradigme. En tout cas, moi, j'ai commencé le yoga en 2010, donc ça fait 13 ans que je pratique le yoga et 6 ans que je l'enseigne, et même si c'est un petit temps, je me rends compte qu'il y a un réel changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on part d'un yoga qui était assez physique, assez exubérant, je sais pas si c'est ça, mais peut-être réservé à des personnes qui ont une excellente forme physique, un yoga qui petit à petit se veut plus inclusif, plus accessible et aussi plus durable. Le yoga durable, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui va être éthique, holistique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte toute la globalité du sujet, qui est de plus en plus reconnu dans le monde du yoga, dans la communauté du yoga avec beaucoup d'efforts pour rendre le yoga plus accessible, plus inclusif, plus durable et sain pour tous. Donc on est vraiment sur une pratique qui va prendre en compte la personne, l'humain, mais qui va aussi prendre des aspects sociaux, économiques et aussi environnementaux de la pratique. Concernant l'inclusivité, donc je vous invite à lire un article de Julia Chan qu'elle a écrit en 2021. De toute façon, toutes les ressources, vous pourrez les retrouver soit dans la description de l'épisode, soit dans l'article qui accompagne cet épisode. Donc dans cet article, elle partage la genèse du studio de yoga Bika Yoga Club à Brooklyn. Donc c'est un studio de yoga qui veut vraiment proposer une image positive au niveau du corps, donc le body positive. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mouvement qui est tenu par deux professeurs de yoga noirs qui souhaitent vraiment, en fait c'est ce qu'elles ont voulu en ouvrant ce studio de yoga, permettre à ce que le yoga soit accessible à tous, indépendamment de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge ou de leur niveau ou condition physique. Et c'est vrai que dit comme ça, on se dit bah oui mais c'est le principe même des studios de yoga, mais en fait on se rend compte que parfois par rapport à certaines offres, ça va pas pouvoir convenir à tout le monde, tout simplement. C'est une réflexion sur le fait que les studios de yoga doivent peut-être petit à petit être conscients déjà de la diversité de leur public et veiller à ce que les pratiquants soient accueillis, soient respectés en fonction de eux, leurs besoins et leurs spécificités. Donc pour adapter l'offre à la demande, il va falloir d'un côté former les enseignants de yoga afin qu'ils soient plus conscients, plus capables aussi d'adapter certaines pratiques, afin que les studios de yoga, les professeurs de yoga puissent offrir des cours, puissent offrir des séances qui sont adaptées aux besoins du public qu'ils ont en face. En fait, c'est une approche un peu plus globale du yoga. Il y a un article super intéressant d'Eva Norclay-Smith qu'elle a écrit en 2023 où elle partage le fait qu'il serait intéressant de proposer des cours qui vont intégrer toutes les techniques de yoga, pas se baser que sur une pratique uniquement posturale, mais on va intégrer des postures, de la méditation, de la respiration, de la relaxation. En fait, toutes ces pratiques qui font partie du yoga, mais qui parfois sont un peu délaissées au profit d'une pratique uniquement posturale, en fait ça permet d'avoir une pratique qui se continue en dehors du tapis, de pas la cantonner au tapis mais vraiment de la garder en dehors du tapis. Moi c'est pour ça que j'ai voulu créer mon espace des pratiques mensuelles avec des thématiques, avec des pratiques en dehors du tapis, pour dire que oui il y a ce qu'on pratique sur le tapis, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter en dehors, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ça va aussi permettre de toucher un public différent, un public qui va avoir des horizons pas forcément que athlétiques. Et le problème c'est que certaines personnes peuvent se sentir exclues d'une approche de yoga
qui va trop être extrême, ou en tout cas une pratique très rigoureuse, très athlétique qui ne correspond pas à leurs besoins. Je vais vous partager une expérience. Quand je vivais en Haute-Savoie, je donnais des remplacements parfois dans un établissement thermal. Dans cet établissement thermal, on avait 2 types de public. Un public qui, lui, était habitué, avait déjà une pratique, qui attendait de ces cours une pratique assez vigoureuse, assez intense, et des personnes qui venaient en cure, donc qui pouvaient avoir des pathologies ou des problématiques, tout simplement, particulières au niveau articulaire ou autre. Et donc c'était particulier de se retrouver devant un public, 2 publics au final, très différents, avec des besoins très différents. Donc idéalement, peut-être que ce serait plus judicieux de créer 2 cours avec 2 intensités différentes, pas forcément débutants, pas forcément mettre des niveaux comme débutant, intermédiaire, avancé, parce que parfois on sait pas trop ce que ça veut dire. Je trouve que donner une intensité donne peut-être, en tout cas c'est ma vision, mais partagez-moi quelle est votre vision là-dessus, ça m'intéresse. Je trouve que juste mettre débutant ou avancé, moi ça me parle pas beaucoup. Si je parle d'intensité, ça peut être douce, modérée, intense, ça va peut-être me permettre de dire aujourd'hui je suis tout simplement fatiguée, je vais aller dans une pratique plutôt douce. Et peut-être que ça peut aussi permettre de mieux comprendre, de mieux arriver à cibler déjà ses besoins personnels et pour le professeur d'accompagner peut-être de manière plus adaptée les élèves. Et justement, sur cette idée d'apporter des modifications, des alternatives, on a Jivana Heinemann qui a écrit le livre Accessible Yoga, qui aussi propose des formations Accessible Yoga où c'est vraiment son souhait, c'est d'apporter de l'accessibilité, de l'inclusivité dans le monde du yoga. Donc il va vraiment souligner l'importance d'adapter la pratique de yoga à toutes les personnes, mais aussi au fur et à mesure où on vieillit. Et c'est vrai que les personnes âgées, au fur et à mesure, elles ont des besoins qui évoluent. Nous, en vieillissement, on va avoir des besoins qui évoluent. Et c'est ok. Bien sûr, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. On peut avoir quelqu'un de 95 ans qui a une forme incroyable. Mais de manière générale, le vieillissement s'accompagne d'ostéoporose, peut s'accompagner d'arthrose, pas pour tout le monde. Et encore une fois, je suis ravie si par exemple c'est pas votre cas ou c'est pas le cas de votre grand-mère, mais il y a des modifications physiologiques auxquelles on peut rien, là c'est comme ça, mais qui font que la pratique du yoga, si on veut qu'elle soit durable, on peut aussi l'envisager durable dans le temps. Et alors justement, on passe à la partie concrète de cette vidéo, comment on pratique un yoga plus durable. Alors tout d'abord, peut-être qu'il va être nécessaire de revoir le concept des alignements. Donc il n'y a pas forcément un alignement pour tous, mais il y a des alignements appropriés à chacun. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est mentionné dans le livre Votre corps, votre yoga de Bernie Clark. On parlera des ressources juste après, ou dans le livre de Judith Hanson Lasseter qui va vraiment nous proposer de comprendre les limites de notre corps, de pas forcément aller dans de la performance, d'arriver à mieux comprendre, mieux connaître son corps et à se concentrer finalement sur nos sensations plutôt que de se concentrer sur l'apparence de la pose. Ça, je pense qu'une fois qu'on est dans cette démarche, en fait, les choses deviennent un peu plus simples au niveau des alignements. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, ça va être de vraiment développer un esprit critique, donc notamment sur les alignements, mais pas que, il y a plein de domaines dans le yoga qu'on peut remettre en question. Souvent, il y a cet aspect dans les pratiques anciennes, traditionnelles, vous savez, où il y a le poids de la tradition et on veut respecter. Respecter n'enlève pas le fait de pouvoir nuancer et de pouvoir aussi oser questionner, oser remettre en question. La troisième clé, c'est que la pratique du yoga durable nous encourage, nous invite à faire preuve de créativité. En effet, tout d'abord, il va y avoir l'utilisation des accessoires qui va nous permettre d'être un peu plus créatifs, de décortiquer un petit peu différemment certaines postures, de pouvoir aussi parfois chercher davantage dans d'autres pratiques, peut-être plus de relaxation, observer comment on peut pratiquer le pranayama de façon plus confortable. En fait, ça nous oblige à chercher des solutions là où on fait parfois machinalement les choses. Et je trouve que c'est un super exercice tant pour l'enseignant que pour le pratique. La quatrième clé sera de favoriser la progression plutôt que la performance. Alors parfois les deux sont liés, mais on peut totalement les dissocier. Et la progression, en fait, je le vois toujours plus comme le chemin. Vous savez, l'idée que on grimpe une montagne, finalement le plus intéressant
intéressant. Certes, au sommet, on va avoir une super vue, etc. La performance d'être arrivé au sommet, mais qu'est-ce qu'on en retient? Souvent, c'est le chemin, parce que au détour d'un rocher, on a vu une marmotte, on a vu un joli lac, on est passé dans une très belle forêt. En fait, c'est le chemin qui parfois a le plus de valeur, bien plus que le fait d'avoir réussi ce sommet par exemple. Et je trouve que c'est la même chose en yoga, en tout cas c'est peut-être une image qui peut vous parler ou pas, vous me direz, mais c'est le fait que durant votre pratique, voilà, on progresse, on se découvre, on apprend à mieux se connaître et c'est ça qui est super intéressant. Et la 5e clé, ça va être de prendre en compte l'environnement. Alors, prendre en compte l'environnement, ça peut s'entendre sur plusieurs plans. Prendre en compte l'environnement, la saison, par exemple, on va pouvoir adapter sa pratique quand on est en saison d'hiver, par exemple, c'est une pratique plus douce. Au printemps, là on est sur une pratique où on commence à se réveiller petit à petit, mais on essaie de pas aller trop vite non plus. Et ensuite, on va avoir la dimension environnementale au sens de l'impact, quelque part environnemental de notre pratique. Donc on peut essayer de voir quels sont ce qu'on peut utiliser le plus écologique possible pour les accessoires, ou tout simplement essayer de faire en sorte de faire durer ces accessoires le plus longtemps possible. Par exemple, j'ai acheté un pad de yoga, donc c'est un pad en plastique. Clairement, je suis pas sûre de la durabilité ni sur de l'écologie, mais je vais faire en sorte de garder mon pad le plus longtemps possible. Si j'ai acheté qu'un pad dans ma vie, mon impact au final il est pas énorme. En fait, il faut toujours, je pense, se poser la question, pas forcément essayer d'être le plus parfait possible, ça rime à rien et ça va plus être stressant qu'autre chose, mais essayer de trouver, encore une fois, de l'équilibre et de la nuance et de se questionner tout simplement sur son impact. Une autre idée, ça va être d'utiliser un nettoyant pour le tapis qu'on fait soi-même avec de l'alcool ménager ou quoi. Alors je vais pas forcément vous donner ma recette parce que moi je le fais toujours au pif et c'est pas mal, mais je pense que je pourrais mieux faire. Par contre, si vous avez une recette super top pour nettoyer le tapis, ça peut être trop sympa de nous le partager en commentaire. Et en parlant de partage, il est temps pour moi de vous partager les ressources. Alors je vais vous partager 3 livres qui pour moi permettent de bien mettre le pied à l'étrier, au moins sur les 2 premiers sur une pratique posturale durable, et ensuite le 3e on rentre un peu plus dans quelque chose d'un peu plus large. En fait, on est un peu moins au niveau perso, on est un peu plus sur le niveau communautaire, communauté. Donc le premier, c'est le livre Yoga Myth de Judith Hanson Lasseter, qui, donc elle, c'est une kiné, et là elle va vraiment explorer les idées fausses les plus courantes qu'on peut trouver sur la pratique du yoga. Elle va vraiment offrir une vision plus nuancée, plus holistique de cette discipline, surtout au niveau postural. Elle va encourager les pratiquants à s'adapter à ses besoins individuels, elle va proposer différentes alignements, différentes pratiques pour vraiment essayer de trouver la pratique qui nous convient. Alors, il y a quelques passages qui sont un peu techniques dans ce livre, mais je vous invite du coup, je vous renvoie sur ma vidéo sur les applis 3D en yoga. Vous pouvez très bien avoir ce bouquin avec votre appli 3D à côté ou votre logiciel 3D, ça va vous permettre d'un peu mieux comprendre parfois certaines choses. Moi, c'est ce que j'ai fait et vraiment, ça m'a permis d'avoir des images qui restent en tête. La deuxième ressource, c'est Votre corps, votre yoga de Bernie Clark. Alors, petite attention, vous pouvez avoir des difficultés à le trouver en français, mais il est toujours disponible en anglais si jamais. Donc ce livre, il est hyper intéressant parce qu'il va vraiment permettre de bien comprendre déjà la base, la structure anatomique du corps. Là, l'auteur, il va vraiment nous expliquer les muscles, les os, les articulations. C'est très simple, très basique, ça fait un bon rappel. Ensuite, on va avoir l'explication des différents types de corps, avec l'auteur qui va aborder les différentes morphologies, les structures corporelles et montrer en fait comment ces différences peuvent influencer la pratique du yoga. Ensuite, on va avoir plus un aspect concret dans les postures, comment on peut faire du coup pour adapter les postures à notre corps et non pas l'inverse. Ensuite, il va nous parler de méditation, de respiration, il va nous encourager à adopter une pratique vraiment personnelle, personnalisée. Donc c'est très sincèrement un livre qu'on peut avoir toujours à côté de soi en tant que pratiquant, en tant qu'enseignant de yoga, parce que ça nous apporte plein de données. Il est très complet, donc parfois il faut un petit peu de temps pour appréhender tout ça. Et enfin, on va à un niveau un peu plus grand, le livre Accessible Yoga de Jevana Inman dont on a parlé juste avant. Donc lui, il va explorer les principes fondamentaux du yoga accessible à tous, quel que soit leur âge, quelle que soit la condition physique et les limitations. On est vraiment sur la base de ce que c'est l'accessibilité au yoga. On va avoir les différents types de limitations physiques et qu'est-ce qu'on peut faire en yoga pour accompagner tout ça. On va voir comment s'adapter suivant les différents types de yoga qu'on veut proposer. Il y a aussi tout un aspect sur la méditation, la relaxation, tout ce qui peut être utile comme technique.
très accessible, très inclusif. Et enfin, on est vraiment sur le souhait de créer une communauté accessible. Donc vraiment de créer des espaces inclusifs, de pas finalement rester dans son coin, mais d'essayer d'amener un peu plus cette pratique en dehors de juste son tapis. On est vraiment sur des notions d'empathie, d'acceptation, d'inclusivité. Voilà, c'est vraiment des ressources livres, plein d'autres ressources, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo en tout cas. Comme je vous ai dit en introduction, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, qui a fait que j'ai repris des études en ergothérapie. Mes cours en entreprise, où j'arrivais pas forcément à comprendre au début ce dont avaient besoin les personnes, et au fur et à mesure en travaillant avec eux, j'ai fini par adapter de plus en plus et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui jouaient, et je suis très heureuse d'être dans un domaine comme l'ergothérapie qui me permet de peut-être mieux comprendre aussi ces notions d'accessibilité, d'inclusivité. Donc voilà, c'est un sujet que j'adore, ça fait longtemps, enfin ça fait quelques temps que je vous en parle déjà. L'espace commentaire est ouvert pour qu'on puisse échanger, n'hésitez pas à me dire toutes les ressources, vous inquiétez pas, c'est listé dans la description, si jamais il vous en manque, vous me dites et je vous les retrouverai. En attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, n'oubliez pas de vous abonner, je vous le redis si vous êtes toujours là sans vous être abonné, et on se retrouve très vite.